Maria Zarga. Soleil, mal de la terre, force de l'homme, rude des bêtes, roi des dieux, accueillez son homme. Dispensateur de vie et de mort et d'amour, chaleur, lumière, temps, rythmant la nuit, le jour. Vous, qui aspirant la plante, faites la terre, l'été plus douce à mes pieds, aux morts moins austères. Vous, qui baisant la mort, créez la puanteur, le ver infect, l'insecte assassin et la fleur. Soleil qui, dans la loque, ouvrez la dalmatique, et dans l'âpre misère une grâce exotique, qui pour la joie humaine en l'immense décor, épandez impalpable et pur et divin l'or. Soleil qui posez tant de couleurs et de gemmes, que la tête se courbe avide de diadème. Soleil qui faites plus jeune et plus vif mon sang, mes yeux plus éblouis, mon regard plus puissant, mes cheveux d'or brunis moins lourds sur ma pensée, qui mettaient dans mon âme une joie insensée, et tant de force pour vivre et pour sustenter mes passions que j'étouffe et qu'il me faut chanter. Vous qui par la caresse enivrez l'instinct, sève de ma chair jusqu'à la danse ou bien jusqu'au rêve. Vous qui vaporisez, soleil, un tel parfum que seul je ne puis humer l'air opportun. Soleil, mon corps est la forêt de tentacules qui tous dressent vers vous leurs spasmes majuscules. Et s'ils s'agenouillaient, ce serait devant vous qu'ils vous crient « Hosanna, soleil, animez-vous » Mais de vous préférer parfois votre sœur l'ombre, sans mystère plein de rêves ou l'orgueil sombre, ou vous immolant la chimère du sommeil, je chante votre gloire et votre éclat vermeil. Pardonnez-moi, soleil. C'est l'hymne au soleil. Un jour de fête, alors que les pantins dansent. Je n'entre pas dans leur danse, je ne fête pas leur fête. Je mourrai un jour de fête, alors que les pantins dansent. Alors qu'ils crient et qu'ils hurlent tous, une gaieté prescrite. Rien, je ne crie ni ne hurle, même une vertu proscrite.
et leur vacarme est si faux que je ne puis m'écouter dans un factice si faux, vie ne se peut écouter. Mon silence, mort au bruit, silence, pourquoi je vis? Cela seul, par quoi je vis? Mon silence, mort au bruit. Ma solitude est si lourde, amertume inguérissable. Solitude riche et lourde, solitude inguérissable. Je mourrai un jour de fête alors que les pantins dansent. Je n'entre pas dans leur danse, je ne fête pas leur fête. Je mourrai un jour de fête alors que les pantins dansent. La femme futuriste. La romance de la Rose Noire accomplit-elle les prophéties de Valentine de Saint-Point? Valentine de Saint-Point est une poétesse française du XXe siècle qui diffuse simultanément à Paris et à Milan le 25 mars 1912 son manifeste de la femme futuriste. Elle le présente en public lors d'une conférence mouvementée le 27 juin, Salgavo. Qu'est-ce que Valentine de Saint-Point y annonce? Un culte articulé en 8 points, tel l'octuple chemin. Entrée. Nous démarrons juste. Donc je résume, le manifeste de la femme futuriste, 8 cultes. Premier culte, le culte de la violence. Je cite, c'est la brute qu'il faut proposer pour modèle. Les femmes destructrices qui, brisant les plus faibles, aident à la sélection. Que la femme retrouve sa cruauté et sa violence, qui font qu'elle s'acharne sur les vaincus, parce qu'ils sont des vaincus jusqu'à les mutiler. Rappelons que de son côté, Valérie Solanas célébrera, elle, l'élite de l'élite, les tueuses. Dans la romance de la Rose Noire, la brutalité des militantes surentraînées est mise par Véronica Beckman, experte de la violence, dans, pour citer les mots mêmes de Valentine de Saint-Point, l'apogée de sa gloire de dictateur, au service de l'élimination des faibles et des vaincus, identifiés comme les représentants du monde ancien, afin de pouvoir fonder un monde entièrement nouveau. Ce que Cynthia, l'émule de Véronica, nous explique. Puis tu enrégimentes, tu missionnarises, tu embrigades, tu abats les opposants, tu soudoies les vénaux, tu flattes les orgueilleux, tu endors les indolents, tu gaves les avides, tu prostitues les lascifs, tu promets aux ambitieux et tu excites les haineux. Et n'oublie pas d'intimider les lâches, d'aveugler les borgnes, d'estropier les boiteux, d'écoter les manchots, d'essoreiller les sourds et de faire taire les bègues. Sa descendante, Gloria, elle, parachève le tableau. Spécialisée en meurtre, au détail et abattoir en gros, je trucide, je poignarde, j'égorgie, je strangule, je zigouille et je dézingue, j'étripe et j'étête, je coupe jarret et je coupe gorge. J'ai la descente facile et j'ai de l'abattage. Je dépeuple plus qu'à mon tour de bras les zones touristiques et je repeuple en douce violence les camps de la mort doucereuse. L'on ne saurait rien tuer si l'on ne tue bien tout.
Vous percevez le stridulent roulement de crécelle de la sarcastique môme au cerceau, la satanée basanée, et la mort ne sera plus jamais en retard à votre rencard. Bref, comme le disait Valentine de Saint-Point, dès 1910, dans le roman moderne, cette vie nouvelle, violente, éclatante, sublime, est une œuvre d'art. Deuxième culte. Tout cela va déboucher naturellement sur le culte de la guerre. Je cite, « Les femmes, ce sont les Amazones, les guerrières qui combattent plus férocement que les mâles, par instinct. La femme n'est pas sage, n'est pas pacifiste, n'est pas bonne. Criez-lui une parole nouvelle, lancez un cri de guerre, et avec joie, chevauchant à nouveau son instinct, elle vous précédera vers des conquêtes insoupçonnées. » Ce cri, c'est évidemment celui de Véronica Beckmann, qui, dans la romance de la Rose Noire, nous parle des 9 arts militaires, la stratégie, le génie, la polémologie, la poliorcétique, balistique, détonique, aréotectonique, casernement et castramétation. Véronica. Ah, je rigole, il s'essaye grotesquement à me renverser, mais le venin méphitique de la pierre me protège. Tous finiront sans chipoter par brouter entre mes blanches mains, tant elles peuvent les corrompre, les suborner, les séduire. Les Chinois cupides sont déjà alléchés par mes drogues de combat miracle. Tout ce petit monde me ferait grise mine de plomb dans la tête, parce que j'ai envahi l'arrogant Paraguay, parce que j'ai fait sauter de joie mes bombes atomiques sur Trindade, parce que j'ai ridiculisé jour de gloire après jour de fête leur dérisoire système de sécurité. C'est qu'à dire, je leur prépare une surprise de la chef, à côté de laquelle tout le reste ne fut que hoché d'enfantillage. Véronica. Cynthia, trésor, quelle belle campagne, gloire, ma gloire, quelle panique, quelle fureur, quelle épouvante, la multitude en est perplexe. Pauvres Argentins, un souffle, tu es maintenant leur haute protectrice, personne n'a moufté. J'ai vu leurs regards incrédules se décomposer, aucun impie ne peut comprendre. Et dire que tu nous as pimenté tout ça d'une théorie de riante tuerie. Très beau, magnificat. Éthique, esthétique, étiqueté du chiquet, d'une éthique cachectique. Maintenant, je suis la plus puissante, invulnérable, invincible, indestructible, imbattable, impayable, inempêchable, et je vais dicter la docte volonté de ma pêche à ce monde volontiers pêcheur. Troisième culte. Après la guerre, son corollaire indispensable, le culte du sang, et de, je cite Valentine de Saint-Point, la dîme fatale du sang. Valentine de Saint-Point. Il nous manque une profusion de soleil, c'est-à-dire beaucoup de sang répandu. Que la femme, incitatrice charnelle, immole et fasse couler le sang pour en finir avec l'homme anémique, avare de son sang. Comme Valentine de Saint-Point l'écrivait dès 1908 dans La musique de la pierre, le sang versé étant la semence qui crée les civilisations, il faut, comme elle le dit dans le roman moderne, renouveler le monde par une formidable dépense de sang et de génie. Sa notice nécrologique précisera d'ailleurs qu'elle prenait des bains de sang. Tout cela, bien sûr, va rentrer en résonance dans la romance de la Rose Noire avec la sanglante dictatoresse Véronica Beckmann, autoproclamée dernière civilisation, qui veut que saignent et me craignent tous ces teignes porteignes. Sa successeur Cynthia, qui a soif de sang nouveau, file la métaphore. J'ai inventé un nouveau régime, la démocratie, le saut mythique du siècle XXI. Et ça marche du tonnerre. Obéissez, produisez, combattez et mourrez. Et tout ça pour ma gloire, que je n'ai pas donné à un autre, comme c'est écrit. Mes usines collectives, mes fermes collectives, mes casernes collectives, mes académies collectives, mes crèches collectives, mes mouroirs collectifs. Tous et toutes ne résonnent que d'une clameur, celle de ma gloire et du sang versé pour l'arroser. La fille de Cynthia, Victoria, enfonce le clou.
Je lui ai donné à point le baiser de la veuve du bout des lèvres de ma dague amatrice. Son sang a jailli frais de sa matrice sur mon sourire d'orpheline pour teinter d'écarlate l'infini tapis rouge de ma gloire à venir. Est-ce que je désire l'homme, moi? Je désire son sang, son sein sang rougissant qu'embellissent mes bellicistes champs de bataille. L'humain ne le devient s'il ne tue bien son prochain. Et s'il n'y a pas de plus bel amour que de donner sa vie pour celle que l'on aime, alors aimez-moi. Buvez voluptueusement la petite mort que je vous ai préparée, le pieux mensonge tissu des 6 septuples ciels de lit. Et si vivre sous ma loi doit vous épouvanter, mourir pour ma joie vous ira ravir. Qui mourra verra. Tuez-vous tous, Dieu me reconnaîtra sienne. Car tel il est écrit, l'homme passe comme la mauvaise herbe, mais la femme subsiste. 4e culte. Cela, effectivement, nous permet d'embrayer sur le culte suivant de Valentine de Saint-Point, le culte de la procréation. Valentine de Saint-Point. Soyez la mère égoïste et féroce, gardant jalousement ses petits, ayant sur eux ce qu'on appelle tous les droits et les devoirs. La mère qui reçoit l'enfant avec du passé fait de l'avenir. Faites des enfants, et parmi eux, en sacrifice à l'héroïsme, faites la part du destin. Comme cette magnifique Caterina Sforza qui, soutenant le siège de sa ville de Forlì, voyant des remparts l'ennemi Borgia, menacer la vie de son fils pour l'obliger elle-même à se rendre, montrant héroïquement son sexe, s'écria « Tuez-le, j'ai encore le moule pour en faire d'autres !» Dès 1910, Valentine de Saint-Point écrivait dans son roman « Une mort ». De mère en fille, les femmes se transmettent la domination. Dans la romance La Rose Noire, Véronica Beckman célèbre ainsi en sa fille Amélia son petit caramel d'amour, fruit sucré de notre couple tout glamour. Son épouse Lisa Chamouzeau renchérit. Lisa. Fruit surtout de mon génie exalté par la lumière, amour de mon âme, reine de mes joies. Les chiens n'y croyaient mis, et pourtant c'est enfantin, c'est le cas de le dire. Fusion de 2 ovocytes en un blastocyste par gynécogénèse. Mon fantastique fantasme fantasque enfante l'infante qui fatidique s'infatue sans fatigue. Notre petite Amélia, ma sucrète et mon miel, préside les prémices qui précisent ta promise apothéose. Mais bientôt, je te donnerai aussi un fils. Tout est possible à celle qui s'y croit, aux super filles d'Ève, à chaque chic chipi de choc. Nous sommes la race élue, tu nous l'as lu, la race des seigneuses, ce que la femme nouvelle veut. Ce que Victoria, en affirmant que la femme est l'avenir de la fille, théorise. Voyez plutôt, après le coït, l'homme peut mourir, mais la femme perdure et accouche pour votre douleur de nouvelles filles qui brûleront de la même sainte haine. Ce qui aboutit à la procréation finale selon Gloria. Et enfin, mais non en vain, j'ai fécondé ma propre et vierge fille unique, Fermina, fourrière de notre péroraison, pour produire la 7e et dernière ogive, la princesse Cinderella, sceau de toute prophétie et consommation du temps des gentils. Si, comme le dit Valentine de Saint-Point, la femme doit être mère ou amante, alors Lisa Chamouzeau apparaît bien comme la femme parfaite, la femme complète, ce qui va nous permettre de passer au culte suivant. 5e culte, le culte de la luxure. Valentine de Saint-Point. La luxure est une force parce qu'elle détruit les faibles, excite les forts à la dépense des énergies, donc à leur renouvellement. Tout peuple héroïque et sensuel. Dès 1906, dans La double personnalité d'Auguste Rodin, un de ses amis, Valentine de Saint-Point décrivait, je cite,
La luxure, comme une déesse antique ressuscitée par l'orgueil du génie qui tord ses chairs et les étend en joie, comme des ponts fantastiques jetés sur des abîmes où l'humanité grouille, comme d'étranges arcades de chair proclamant le triomphe de Pan ressuscité. L'année suivant le manifeste de la femme futuriste, Valentine de Saint-Point remet le couvert en développant l'idée à part entière dans un manifeste futuriste de la luxure, décrite, je cite, comme élément essentiel du dynamisme de la vie. Comme l'orgueil, la luxure est une vertu incitatrice, un foyer où s'alimentent les énergies, tel Nietzsche, ce génial incitateur d'énergie, comme elle l'écrivait dès 1910 dans sa trilogie de l'amour et de la mort. Valentine de Saint-Point. L'art et la guerre sont les grandes manifestations de la sensualité, la luxure et leurs fleurs. La luxure incite les énergies et déchaîne les forces. D'où découle tout naturellement pour elle l'apologie du viol. Je cite, « La luxure est pour les conquérants un tribut qui leur est dû. Après une bataille, il est normal que les victorieux aillent en pays conquis jusqu'au viol pour recréer la vie. » Conclusion. Il faut faire de la luxure une œuvre d'art. Il faut porter les joies de cet accouplement à leur paroxysme, développer toutes les possibilités des chairs unies, de deux chairs quel que soit leur sexe, de deux chairs qui se veulent tendant vers l'unité. La luxure triomphe parce qu'elle est l'exaltation joyeuse qui pousse l'être au-delà de lui-même. La luxure est éternelle. C'est bien là le programme politique de la Rose Noire, cette libidocratie qui procure le plaisir et l'extase dont ils ont besoin pour obéir aveuglément, vertigineuse élucubration, lubriquement verdigérante, ce que l'impératrice Stéphania met en pratique. Coule sous ton col, à la coule quand l'alcool coule dans ton alcôve. Tu es ni en sloubia sous ton aîné, moqueuse, mouquère, Fatma, Kifat, difame, mamelu, mamelouk, car je t'ai mis rat, un cuir de gâte d'âme, fils affessu comme ton chéri chérifsou, dit à ta rabique Nouba à faire jouir le giaout. Ou encore la reine d'Italie, Martina Chan. L'inhumaine romaine qui plaimpôte d'olive. La vilaine italienne qui t'aliène en solo et qui lance lascive son salace l'assaut à l'assaut de salauds. Tous les chemins mènent de Rome à Sodome par le bout de mon nez. Et autant andante a me lambardi qu'à mes cuisses agitato. Et ça marche comme ton fatra hymen, ton majeur sans gêne fit des siennes. Il y mit l'année au pis-aller, mais à Rivière a pillé mon doigté. Fini les caprices. Vous, les beaux Roméo et Jules, y êtes. Si à peine un ouf, ton Syracuse, le coup pas doux, savonne-lui la planche et Aromagne, pas de vie sans cela. Outré vise au fond, où Tarente se ravenne. Si véronnement, tout devient impossible. En hussard daigne jusqu'à la garde, fait rare. T'emmancher Assise, Émilie et Florence, et parmi 30 Dolomites, Carrare, te Carré, et Luc et Arnaud. Ce qui aboutit également à la glorification du viol par Électra. Concrètement, je me suis jetée tête baissée à sa tête. Je l'ai empoignée, drossée et enfourchée. Non pas qu'il pouvait encore le débris, tu penses, mais je sais y faire. Je m'y connais. Et tu me connais, je n'ai que les techniques ni que les éprouvées, imparables et infaillibles. Moi, pas de tactique en toc quand je me toque de mes tics du tac au tac. Alors au taquet, le tiquet, ce toquet, si tu avais vu sa tête. Il a dû y passer ce paltoquet. Il n'avait pas vraiment la tête à ça, le vioc, mais ce qui devait arriver est arrivé dans 9 mois.
Et le triomphe de la luxure par Esmeralda? La féroce vocératrice des vents impératrice, la bonne à partie fine qui te tapa au lit, la Colomba sans Pierrot des îles très sanguinaires, la torse corsaire décorsetée qui n'en fait qu'à sa tête de mort, la louve dévoratrice qui vocifère quand tu la couvres, et dans la gorge chaude se gobergent les barges bergères de Cargèse. La bandante bandite ta bandera, la bestiale baiseuse bastiaise qui bistourne sans détour ta biroute en déroute. La vedette ta vendetta aussi gigolo. Éméchée altamoche, l'allumeuse vengeuse à l'avantageuse plastique. Et tu t'éclates aux explosifs exploits du splendide trou de balle de la bombe, de la sagouine de Sagonne, de la maligne maquignonne qui te maque, de la connasse grognasse du dernier empire. Et tu jouis en profondeur de mes nuisibles nuits bleues, sous la pendable indépendance de la reine de l'île de beauté du diable. Mais qui est digne de cette luxure? Sixième culte. Il répond le culte du surhumain. Pourquoi? Parce que, selon Valentine de Saint-Point, et c'est d'ailleurs ainsi que commence son manifeste de la femme futuriste, l'humanité est médiocre. La majorité des femmes et la majorité des hommes méritent le même mépris. L'humanité n'a jamais été que le terrain de culture duquel ont jailli les génies et les héros des deux sexes. Donc, il faut imposer à tous, aux hommes et aux femmes, également faibles, un dogme nouveau d'énergie pour aboutir à une période d'humanité supérieure. Et en quoi consiste cette humanité supérieure? On aboutit là à une réflexion transgenre avant la lettre. Comme Valentine de Saint-Point l'écrivait dès 1911 dans La femme dans la littérature italienne, je cite, « La créatrice, libérée du joug des obligations féminines et des devoirs auxquels la femme a été soumise durant des siècles, n'appartient-elle pas à un troisième sexe ?» Dans son manifeste, elle écrit « Il est absurde de diviser l'humanité en femmes et en hommes. Elle n'est composée que de féminité et de masculinité. Tout sur homme n'est l'expression prodigieuse d'une race et d'une époque que parce qu'il est composé à la fois d'éléments féminins et d'éléments masculins, de féminité et de masculinité, c'est-à-dire qu'il est un être complet. » Les périodes fécondes où du terrain de culture en ébullition jaillissent le plus de héros et de génies sont des périodes riches de masculinité et de féminité. D'où le portrait de la femme idéale selon Valentine de Saint-Point. Toute femme doit posséder non seulement des vertus féminines, mais des qualités viriles, sans quoi elle est une femelle. Véronica Beckmann est bien cette femme idéale, Ève augmentée des temps futurs, immuable héroïne, pleine du cœur de mes rêves, qui avec sa compagne Lisa, super fille d'Ève, génie exalté par la lumière, réhabilite dans sa romance de la rose noire le concept de viraginité. Foutaise, la pierre anamorphose de ta formosité est le plus beau présent que je puisse jamais t'offrir, cadeau nuptial d'une amoureuse à l'aimer de son cœur. C'est le limpide brillant dont la nitescence vient sertir la bague de nos fiançailles éternelles, car nous serons, chers de nos chairs, tout au contraire immortels, comme le dit notre biblique bimbeloterie. La patience des perpétuels cycles est sans limite. J'ai enfin arraché la fausse barbe derrière laquelle Dieu s'affublait depuis des milliers d'éons, birbe bluffant affalé sur ses nuées ouatées en barbon rabat-joie. J'ai fini d'insuffler ce flux et efflux aux extraits d'estradiol, aux fruits passés de la passion,
Et si d'aventure Christ eût failli atténuer la faute d'Adam, moi, Véronica, j'annihile jusqu'à l'os la malédiction d'Ève. Et tandis que Victoria vitupère contre la femelle, elle qui incarnait tout ce que nous détestons, l'épouse soumise, la femme docile, la fille passive, la mère dévouée, l'incurable amoureuse, la poupée consentante d'un destin décidé par les autres, l'éternelle larbine de la maudite race d'Adam, que désormais sa chair née de sperme s'envoie plutôt dans l'air avec la mort, dans l'orgasme de sa pourriture. Sa descendante Gloria exalte sa gloire de femme complète. Pourquoi venez-vous donc voir Gloria, la livide Vénus noire, l'Ève qui te ravale de rêves sales, la blasphémante amante qui te hante et t'aimante, la femme malfamée qui t'affame infamante, la fraudeuse Aphrodite que vous tous, sordides, applaudite, la succulente succube devant qui à sec tu succombes, la rutière d'une tuerie où en rute tu te rues, dominante d'hommes qui mineuse t'abominent, fille de joie mauvaise et de vie bien plus encore, la tyrante tyrannie qui tira irritée, ta tentaculaire tentatrice qui t'accule tant, la grâce garce au cou de grâce. Oui, je suis la bénie lesbienne benoîte, la ribaude tribade bâtarde, la fantaisiste saphiste sophiste, la mort gorgone gomoréenne à la gorgome logoréenne, l'encenseuse licencieuse est science, la chic bachique mal embouchée dans la débauche, ton bouche à bouche, la harpigneuse harpie qui, trépignant en escarpin, d'escarpe en charpie de son âpre harpée. Les pères dépravés qui t'éprouvent, éperdus en épave sans repère, la luronne à l'allure délurée qui te leurre depuis belle lurette, l'inique actrice, fricatrice aux cicatrices, l'interlope salope au hula-hoop, l'artiste qui te bute et t'attriste de sa brute labrisse, l'affolante, folieuse, folichonne en folie dont tu raffoles défoliée, la futile nuiteuse qui noctule, inutile, nuit à ta nuit, la perverse versée en versée qui versatile te renverse, la pernicieuse vicieuse qui serpente sentencieuse aux dépens des sept cieux, la gonzesse dévergondée qui, sans vergogne, te déglingue dégingandée hors de tes gants, la rose éprise d'empire dans l'emprise ton prose du mépris de sa prose. Septième culte. Comment atteindre au surhumain? En cultivant le culte de l'immoralité. Valentine de Saint-Ouen. Par instinct, la femme n'est pas sage, n'est pas pacifiste, n'est pas bonne. Qu'on cesse de lui prêcher la justice spirituelle à laquelle elle s'est efforcée en vain. Femme, redevenez sublimement injuste, comme toutes les forces de la nature. Femme, trop longtemps dévoyée dans les morales et les préjugés, retournez à votre sublime instinct. Et ainsi, dans la romance La Rose Noire, l'illustre la reine d'Allemagne, Claudia. Je suis Claudia, de Habsbourg-Combosch. L'ostrogoth rigolote, boulotte et palotte, talanogre orgueilleux, l'argotique ergoteuse, Goethe-guette, tapis à sa dégueu guinguette. Mais gaja que gagagoute ne t'y gâta, la cagotte gothique dégoûta le gotha. Goguenarde, Goliarde, qui a gogo, narga, le gogo en goguette du ballot Golgotha.
Immorale mariole, gimole mollo mollo pour tes beaux yeux, classieuse châssis, la manne de Germanie. Oh, un cocasse et loquace, holocauste, toujours plein d'éloquence. Piaculaire et propitiatoire, fautivement jouissif et joliment vomitif. De Clausewitz à Auschwitz, fini de jouer petit bras, que le bon sang de bonsoir allemand bouillonne, à gros bouillon gras et gratiné, foi de chienne autrichienne et tricheuse, de menthe allemande, mal aimante, d'autochtones teutonnes qui tatillonnent, tétonnent et te tâtonnent tes tétons, d'amène germaine qui te mène et de panique germanique qui te nique. L'impératrice Sidonia théorise, elle, ainsi, l'immoralisme. N'est bien que ce qui advient. Seul ce qui fut ne devient point néant. Et mal ce qui n'arrive pas. Non être nié de mien vouloir. Ce que j'ai désiré incube tout devenir. Que veux-tu? Le bien se portant mal, le mal me va très bien. Je veux le bien que je ne fais, je fais le mal qu'il ne faudrait. Pour dompter le mal, il faut l'accomplir, et seule l'experte en mal devient son maître et non son esclave. Le mystère de l'iniquité, c'est d'assouvir toute injustice. Pour épuiser le mal, il faut le parfaire. Pour le dissoudre, il faut le parachever, pour le dilapider, le combler, le magnifier pour le désamorcer. On reconnaît l'arbre à son fruit. Donc vous, qui êtes mauvais, avez tout bonnement besoin d'une maîtresse femme pour vous inculquer de mal faire vos méfaits. Or, est bon ce que mon boniment appelle bon. À qu'est savoir ce que je fais? Et mauvais la mauviette qui me résiste et me désobéit. Confiez-vous donc en moi, et tout vous enchantera, car j'ai crucifié le mal, ce n'est plus qu'une simpliste vue de l'esprit, une pure question de point de vue. Et d'où je suis, je vous l'assure, le panorama est incommensurable. Accueillez plutôt comme cadeau mon credo, le mal pensé impossible en sa caducité, et ne me méjugez plus. La pire des purs n'aspire purement et simplement qu'au plus empirique des purismes, au plus impur empiré primé par-dessus la jambe des mesquines conventions périmées, jugements de valeur abougris et médiocres a priori d'appétit béotien. Et par-delà le bien de ce mal se découvre le triomphe de la volonté sacrée de l'Église, le triomphe de ma volonté, de ma bonne volonté paveuse, de vos occultes rêves d'enfer. Ceci rappelle d'ailleurs les appréciations de son époque sur Valentine de Saint-Point, je cite. Sa sincérité hautaine défie et brutalise les timorés, les timides, les bourgeois.
Bien-aimés, partons pour la vie, belle et forte qui nous confie. Bien-aimés, courons à la mort, grave et suave où tout s'endort. Bien-aimés, aimons la souffrance, joyeuse en son intolérance. De vie à la mort, tout est beauté, que pour nous tout soit volupté. Et tout ce grand cycle qui nous a menés de violences guerrières en pulsions sexuelles jusqu'à cette surhumaine injustice s'accomplit en un 8e et dernier culte, celui du destin, pour renouer avec, je cite, la fatalité primordiale de la femme, Valentine de Saint-Pol. Délivré de tout contrôle, votre instinct retrouvé, vous reprendrez place parmi les éléments opposant la fatalité à la consciente volonté de l'homme. Et l'on retrouve ici le ressort tragique de la romance de la Rose Noire, magnifiant la patience sans limite des perpétuels cycles, jusqu'à l'apothéose finale de Cinderella, beauté des catastrophes, destruction d'où jaillit la vie, pour reprendre les mots de Valentine de Saint-Point, harmonie des tragédies collectives. Cinderella, dont la société idéale ressemble d'ailleurs étrangement à la synarchie ternaire de la poétesse. Les héroïnes de la romance de la Rose Noire s'ingénient à incarner cette inflexible destinée. Telle Victoria, le peuple n'a que dalle for la dalle. Il me doit tout. La pluie et le beau temps, la neige, la grêle, la foudre et le vent. Je suis la providence, la provende des affamés et des assoiffés, et je suis bien placé pour savoir qu'ils le sont. Heureux les pauvres, ils n'ont plus rien, rien que moi, leur bonne déesse, Déadia, la favorable, la bénigne, la bénévole, la boniface et miséricordieuse, la déesse aux millions de diamants. Ou encore la reine de France, Samantha. Reproche-t-on au pimpant bambin d'écraser le clopant cloporte, à la foudre de foudroyer l'arbre mort, à l'éléphant de fouler la fleur fanée, au chauffard d'écharper la bébête, au tsunami de noyer le plagiste, au dieu de fracasser le mortel? Tout est décrit dans le livre de vie ou de mort. Tu es l'impartial férule d'un destin aveuglé qui conduit tout au gré de son bon plaisir. Tu es la ranéeuse moire qui aide les dieux pour qu'ils tissent le devenir de tout être pétri du sein de l'aliénante matière. Les uns n'antissent uniquement l'autre, et les autres anéantissent autrement l'un. Nous allons conclure avec Valentine de Saint-Point et son beau poème « Ma destinée ». Ma destinée, ainsi tu me veux héroïque, je surpasserai par fierté ta volonté. On sourit à la joie, au bonheur pacifique, à la sérénité, puis on passe, dompté. Ta tragique laideur, toujours on l'interroge. Elle hante l'esprit et fascine les yeux. Elle arrête et retient sans que l'orgueil déroge. De la grimace, elle est le triomphe pompeux. Sois pour moi, tour à tour, grotesque et solennel, étale ta tragique et superbe laideur, car mon vaste désir sait se repaître d'elle, et j'aime la tempête et je fixe l'horreur. Rien pour moi ne valant, or ce qui est intense, tu peux accumuler les ruines sous tes coups, tu n'arracheras pas un cri à mon silence, ni à mon attitude un geste de courroux. Donc, frappe et détruis, encense avec ta haine, ma jeune déité qui t'accueille debout. Dans l'orgueil d'être encore plus que toi, surhumaine, toute, je te vivrai malgré tout jusqu'au bout, ma destinée.
prévu un petit débat avec vous. Peut-être vous avez des remarques, des questions concernant Valentine de Saint-Point. Isabelle. Donc, quand Valentine rédige son manifeste de la femme futuriste, est-ce qu'elle le fait avec les futuristes italiens? Est-ce qu'elle a des liens avec ces personnes Oui, tout à fait. Manifesto della donna futurista. Risposta a Filippo Tommaso Marinetti. Donc, elle écrit ce manifeste de la femme futuriste en réponse, en riposte à Marinetti, le chef de file de l'école futuriste italienne, parce que ce mec avait pondu, alors comme Valentine de Saint-Point précédemment, il avait pondu lui aussi 2 manifestes futuristes, et dans son premier manifeste futuriste, il avait écrit le vilain: nous voulons glorifier la guerre, seule hygiène du monde, le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent, bon, pourquoi pas, et le mépris de la femme. Alors évidemment, le sang de la poétesse n'a fait qu'un tour, et donc elle a écrit son manifeste en réponse à Marinetti. Mais sachant qu'en fait, ils étaient très liés, et pour elle, en fait, rejoindre le mouvement futuriste lui permettait de continuer sa carrière artistique. Bon, vous voyez que ce manifeste, il faut un peu le voir comme une performance artistique. On la considère comme une des pionnières de la performance, d'ailleurs. Dans la fameuse conférence Salgavo, Marinetti était là, et donc il faisait un peu la claque pour la poétesse, et ça s'est terminé en bagarre. Donc voilà, ils ont eu ce compagnonnage de quelques années, et puis en 1914, ils vont rompre artistiquement, puisque Valentine de Saint-Point déclare: ah, mais je ne suis pas futuriste. Et elle a développé en fait un nouveau système de danse. On la considère aussi comme une des pionnières de la danse moderne. Donc elle crée la métachorie, qu'elle présente dans un théâtre des Champs-Élysées en fin 1913. Mais ça ne correspond pas du tout aux conceptions des futuristes italiens, notamment de Marinetti, concernant la danse. Donc 1914, avant la Première Guerre mondiale, donc il y a cette rupture artistique entre les deux. Pourquoi, quels sont l'avis de Marinetti sur la danse? Bah, disons, bon, d'abord l'avis de la conception de Valentine de Saint-Point sur la danse, la métachorie. Donc, elle a écrit, donc je conseille pour celles et ceux qui s'intéressent à la danse, de lire La métachorie de Valentine de Saint-Point, où elle développe ses conceptions. Vous avez un article là, américain qui parle de conception de danse de Valentine de Saint-Point. Danse géométrique, danse idéiste, la danse doit exprimer un concept abstrait. La danse n'est pas une illustration, une simple illustration de la musique, mais la danse doit porter un concept abstrait. Et donc elle se produit en tant que chorégraphe et danseuse à Paris en 1913, puis pendant la Première Guerre mondiale à New York. Donc voilà, ça c'est sa période de chorégraphe et danseuse. Marinetti, lui, a d'autres conceptions autour un peu de cette notion de bruitisme. Voilà, la danse soit accompagnée par du bruit, ce qui ne correspond pas à ce que Valentine de Saint-Point a fait sur scène. Ce qu'elle voulait créer aussi sur scène, c'est un art total, c'est-à-dire voilà, son projet avec la métachorie, c'est de créer un art encore plus total que celui de Wagner, puisque la métachorie, donc il y avait donc la danse, la musique, avec de grands compositeurs qui composaient pour elle. Hein, comme vous avez vu Satie, c'est un morceau que Satie a composé pour Valentine de Saint-Point, par exemple. Le parfum, ces spectacles sont des spectacles parfumés. La lumière, enfin voilà, un spectacle total. Mais on est là pour ça. Moi, je trouve qu'elle est extrêmement moderne.
Parce que 100 ans avant, elle avait déjà prévu la GPA, le genre, la théorie du genre. C'est assez extraordinaire. Hein. Et puis elle est quand même, elle est très sadienne. Hein, elle est héritière de Sade, de Darwin. Et elle, avec c'est Übermensch. Alors moi je ne connais pas, mais je ne sais pas si Nietzsche était contemporain ou... Alors oui, il est mort quoi, vers 1900. C'est ça, donc, un petit peu avant, c'est exactement, c'est Übermensch. Hein. Et puis, bon, même le féminisme tel qu'il est maintenant, avec les femelles, avec tout ça, c'est exactement ça. Hein. Je pense qu'elle est post-moderne en réalité. C'est assez extraordinaire. Moi, je découvre complètement. Et franchement, bon, puis Eros et Thanatos, bon, enfin, c'est tout ça, c'est. Et elle revient à la déesse mère qui était les premières dans les religions primitives, c'était toujours la déesse mère. Hein. Enfin, bon, moi je suis très étonnée, c'est la première fois que j'entends tout ça et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ben voilà, nous sommes là pour réhabiliter la mémoire de cette poétesse, faire connaître son œuvre, parce que effectivement, quand j'ai préparé la conférence, personne ne la connaissait. Il y a même certaines personnes qui m'ont dit « Ah, mais c'est un canular, elle n'a jamais existé. » Voilà, non, c'est pas un canular, elle a existé, et son œuvre est très intéressante. Donc elle a écrit beaucoup de romans, beaucoup de recueils de poèmes, dans la première partie de sa vie. Elle a une seconde partie de vie où elle a en fait mis un terme à sa carrière littéraire, mais elle est devenue une militante de la cause anticolonialiste, militante anticolonialiste et militante du panarabisme, puisqu'elle s'était installée en Égypte. Et là, effectivement, voilà, elle a eu pas mal d'ennuis avec les autorités, etc. Max Jacob. Parce que je trouve que dans les répétitions, comme Max Jacob, le manège de ménage, le manège de ménage, mais du ménagement, du déménagement, il y a beaucoup dans cette volonté d'introduire des homophonies. C'est très proche de l'écriture qu'on est allé à Max Jacob, et ça m'a fait beaucoup penser aussi à Rose Sérédine, Marcel Duchamp. J'aurais aimé savoir si Duchamp avait lu vraiment dans la façon de faire sonner les mots, qui pourrait rappeler d'ailleurs parfois un peu du rap moderne. Il y a quelque chose de très nouveau, et Max Jacob, évidemment, il avait déjà fait avant 1906. Je ne sais pas, elle connaissait Apollinaire. Voilà, c'était une amie d'Apollinaire. Alors, ce qui est amusant, c'est que justement, Apollinaire l'a qualifiée de vocératrice et de Lilith ressuscitée. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'Apollinaire l'a qualifiée. Ce qui est intéressant aussi, c'est parallèlement aux États-Unis, il y a une baronne qui a écrit une exceptionnelle qui s'appelle Elsa Hildegard von Frankenstein von Boven, je ne sais pas si vous la connaissez, qui faisait des performances, qui était danseuse aussi, qui dansait et qui est une personnalité absolument extraordinaire, qui est à l'origine même du fameux. Oui, c'est plus tard, c'est 1917. Mais en 1913, elle faisait déjà, en 1912, elle faisait déjà des performances à New York, elle était folle amoureuse de Duchamp. Duchamp ne voudra pas avoir de relation avec elle, et c'est elle qui introduira le fameux urinoir. Là qu'il a dit aussi, c'est pas Duchamp se l'a réapproprie, en vérité, c'est cette baronne qui est à l'origine du fameux urinoir. Oui. Et c'était elle aussi danseuse. Oui, oui. Ce qu'il faut voir, c'est que, bon, là, elle est un peu prophétesse, Valentine Saint-Foy, parce que, bon, on voit qu'après son manifeste, donc il y a la Première Guerre mondiale. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que face à la Première Guerre mondiale, la poétesse va changer. Alors, pourquoi? Parce qu'en 1914, donc, elle s'engage comme infirmière, alors qu'elle n'a pas arrêté de casser du sucre sur le dos des infirmières dans ses manifestes, et elle part comme infirmière, et elle voit la guerre, et je pense qu'elle s'est rendue compte que tout ça était moins glamour que prévu. Et donc, il va y avoir toute une série de ruptures dans sa vie. Donc,
elle va rapidement fuir en Espagne, pays neutre, où elle va fréquenter Picabia. Bon. Ensuite, donc, elle va partir aux États-Unis. Donc, vous avez là une série d'articles américains où donc elle monte sa métachorie à New York. Et puis finalement, 1918, elle part au Maroc. Et c'est au Maroc où en fait elle va se convertir à l'islam soufi. Voilà, elle va devenir une soufie. Et progressivement, on voit qu'elle va prendre le contre-pied de ce qu'elle a écrit. Et donc, voilà, dans son engagement en Égypte, alors ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il faut en parler, elle avait une muse, Valentine de Saint-Point, et on peut voir aussi que tout ce qu'elle a écrit d'artistique, de poétique, elle l'écrivait pour quelqu'un qui s'appelait Ricciotto Canudo. Alors, qui sait, mais si tous et toutes vous le connaissez, et vous le citez constamment, parce que c'est lui qui a inventé l'expression le 7e art. Donc Ricciotto Canudo, c'était un poète italien, et qui a été son compagnon pendant 10 ans. Et donc voilà, on peut considérer qu'elle écrivait grâce à l'inspiration que lui apportait ce compagnon. C'est lui qui l'a introduit dans le milieu artistique, puisque avant de vivre en union libre, comme on le sait à l'époque avec Canudo, il faut savoir qu'elle a été mariée 2 fois. Et Canudo donc, est blessé, il était engagé volontaire en 1914 en tant qu'Italien dans l'armée française, donc il a été blessé, il va décéder après la guerre des suites de ses blessures. Et donc voilà la mort de Canudo, qui entre-temps s'est marié avec quelqu'un d'autre, pas avec Saint-Point, mais la mort de Canudo va quelque part marquer la fin de la carrière littéraire de la poétesse, puisqu'après elle écrit un dernier roman, le Secret des inquiétudes, oui. Et puis après, quasiment elle ne va plus rien écrire d'artistique. Elle a son testament poétique qu'elle écrit en Égypte une dizaine d'années après la Caravane des Chimères. Mais enfin, elle va arrêter sa carrière littéraire pour se consacrer à ce militantisme anticolonial, et là elle va prendre le contre-pied, elle va dénoncer donc les violences de l'armée française en Syrie, et là au contraire elle dénonce la guerre, elle dénonce les viols, elle dénonce donc toutes les exactions que la France fait en Syrie. Elles font donc une revue militante au Caire, le Phénix, et c'est là qu'elle a beaucoup d'ennuis. Donc des fascistes italiens vont saccager son centre culturel au Caire, sans doute avec la bénédiction des autorités britanniques. Et finalement, donc, les Britanniques veulent l'expulser d'Égypte, et les autorités françaises lui intiment l'ordre d'arrêter toute activité politique, ce qu'elle est obligée de faire un peu avant 1930. Et donc dans toute la dernière partie de sa vie, elle va se consacrer, voilà, à ce mysticisme, à ce soufisme. Elle fréquente René Guénon, qui est aussi installé en Égypte. Et effectivement, elle va, alors, tout en ayant ses conceptions, elle, je ne vais pas trop en parler parce qu'elle écrit des écrits théologiques, hein, qui sont très intéressants, et bon, on ne va peut-être pas développer ça maintenant. Enfin, elle accompagne René Guénon jusqu'à la mort de René Guénon, elle est là sur son lit de mort, elle écrit donc une notice sur la mort de René Guénon qui est très intéressante. Et puis, donc, elle meurt misérable, oubliée, au Caire, et à Pointel, on ne sait même pas exactement où est sa tombe. Hein. Sans descendance, voilà celle qui a exalté. Là, vous avez aussi un article où elle dit qu'il faut forcer les femmes à avoir des enfants. Hein, elle n'a pas eu, et c'est peut-être un des drames de sa vie. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu d'enfants? Ce qu'il y a, c'est qu'elle se marie, hein, un premier mariage, elle a 18 ans. Donc, elle veut quitter le cocon familial, donc elle se marie avec un petit prof de province. Ils ont comme ça une vie errante. Et donc, elle a une stratégie,
c'est qu'effectivement, elle se marie, elle prend un amant et elle se remarie avec son amant. Donc voilà, ce qui lui permet de progresser. Donc elle prend un amant dans la personne d'un notable de Franche-Comté. Et donc, heureusement, son premier mari meurt. Alors, il y a TDD, ça je ne sais pas, mais en tout cas, heureusement, elle meurt. Donc, paf, dès que le délai légal est expiré, elle peut se remarier avec son amant. Et cet amant, elle l'a poussé à devenir députée. Donc voilà, c'est l'épouse d'un député. Et c'est là où, effectivement, elle fait ses clichés un peu dévêtus et tout. Alors, pour l'épouse d'un député à l'époque, bon, ça coince un peu. Et c'est là qu'elle prend pour amant, à nouveau, Ricciotto Canudo. Et donc, bon, divorce. Et son second mari donc, va devenir ministre de la Troisième République. C'était un radical socialiste, pour le situer politiquement, voilà. Radico-socialiste. Ministre de la Troisième République et tout. Et donc, elle vit comme ça avec Canudo. Mais effectivement, elle n'a jamais eu d'enfant. Alors, question. C'est peut-être un des drames de sa vie. C'était une artiste complète, oui. On voit aussi ses gravures. Elle faisait des gravures pour illustrer ses ouvrages. L'art tumultueux. Oui, arrière-petite-nièce de Lamartine. On peut considérer que c'est elle qui a hérité de son esprit. Il y a des échos, je dirais, entre les deux œuvres. Cet appel de l'Orient. Sachant qu'elle était dans une branche un peu méprisée de la famille, parce qu'il y a eu des mésalliances au XIXe siècle, et donc ils étaient un peu ostracisés dans sa branche à elle. Mais bon, donc Saint-Point, c'est son pseudonyme, c'est le château de Lamartine. Elle prend ce nom de plume de Saint-Point. L'interprétation, quand vous avez joué, est-ce que vous avez senti quelque chose d'elle, quand des éléments pendant les répétitions, je ne sais pas si vous avez senti en fait, pour moi, c'est un personnage qui est carrément viré complètement à un moment donné de sa vie. Entre le manifeste qu'elle a écrit et certains écrits qu'elle a écrits quand elle a trouvé sa foi Sophie, pour moi, c'est comme une personne totalement différente. Parce que quand elle vient dans sa deuxième phase de vie, elle parle que d'amour et de belles choses, en fait. Quand son manifeste parle du contraire absolu. Et pour moi, par exemple, l'hymne au soleil, il est magnifique, ce poème. Et il me parle parce qu'il est rempli de vie et d'amour. Et le manifeste, par contre, c'est un peu comme notre pièce. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Il faut bien se rendre compte qu'en fait, on attaque toutes ces cruautés. On n'est pas en train de les glorifier. Alors, est-ce qu'elle, au début, dans son manifeste, est-ce qu'elle les a juste glorifiées ou est-ce qu'elle y croyait vraiment? Je ne suis pas sûre. Parce qu'il y a tellement un revirement après de ses opinions sur la vie, sur l'être humain, sur... D'ailleurs, c'était vraiment une illuminée. Elle parle... non, mais vraiment, parce qu'elle parle, par exemple, de ce qu'on est en train de vivre maintenant, parce qu'à mes yeux, il y a un vrai éveil spirituel qui est en train de se faire, qui est au-delà de juste des religions, et c'est comme une conscience qui est en train de se lever. Elle parle déjà de ça à l'époque. Et elle parle de ça comme quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui va arriver. Donc, oui, effectivement, elle... Oui, oui. Mais aussi, c'est pour ça qu'en fait, moi, je vois, pour moi, c'est un peu... Elle a eu deux phases de sa vie. La première phase, j'ai du mal à me connecter avec quelqu'un qui a vraiment des pensées comme ça.
bien que je joue des personnages comme ça. Mais la deuxième partie, je trouve ça très intéressant qu'une personne qui peut avoir des opinions comme ça, aussi radicales, peut devenir aussi radicale d'un autre côté en bien. Donc, je trouve ça plutôt magnifique. Donc, je pense qu'elle a toujours eu ça quelque part en elle, forcément. Voilà. Je voulais aussi demander si c'était pas lié aussi au début de la Première Guerre mondiale, où il y avait toute cette ambiance de guerre, et puis l'idée aussi du silence avec le nazisme. Ouais. Oui, ça... C'était pas des... Oui, merci Sophie. Effectivement, c'est important. On voit qu'il faut savoir qu'elle fonde, avant la guerre avec son compagnon, elle fonde un journal qui se sous-titre L'organe de l'impérialisme artistique français. Après la guerre, en Égypte, elle dit, je la cite, « Je renie l'impérialisme français ». Donc effectivement, il y a cette rupture dont Broya a parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit sa trajectoire où effectivement elle va prendre le contre-pied de ce qu'elle a écrit dans ses manifestes. Il faut savoir, en revanche, Marinetti, lui, va devenir fasciste pendant l'entre-deux-guerres. Donc ce sont deux trajectoires qui finalement ont convergé à un moment, mais qui vont diverger radicalement. Et d'ailleurs, bizarrement, ils se sont rencontrés à nouveau à la veille de la Seconde Guerre mondiale au Caire. Bon, Marinetti était né en Égypte. J'aimerais bien savoir ce qu'ils se sont dit. Quand tu as écrit ta pièce, est-ce que tu connaissais cette... Non. Personne ne la connaît. Personne. Moi, il y avait un livre qui traînait à la FNAC il y a quelques années, je ne sais même plus lequel c'est d'ailleurs, c'était en 2017 je crois, et c'est là, je crois que c'était un livre justement sur le genre, le genre, et c'est un livre qui reprenait son manifeste, et c'est là que j'ai vu son manifeste, et je dis ah oui mais ça ressemble à certains personnages de la Rosemont. Et donc j'ai gardé cette idée dans un coin en disant ah, mais voilà, après Valérie Solanas, pourquoi ne pas faire une conférence sur Valentine de Saint-Ouen? Donc tu l'as découverte complètement par hasard. Oui, enfin, par hasard. Chose qui m'intéresse, mais... Ah. Rapporter ces propos, je voudrais éliminer, moi j'ai l'impression qu'il y a une grosse part de votre écriture, de ton écriture. Alors oui, en fait, au début de chaque culte, ce sont les citations de Saint-Ouen, et après ce sont les illustrations dans la Rose Noire. Donc voilà, effectivement, c'est un dialogue à deux entre Saint-Ouen et la Rose Noire. Ça en fait un peu de pub pour notre spectacle aussi. Est-ce que tu penses qu'elle a complètement disparu parce que c'est une femme? En partie. Clairement. Clairement. Après son engagement, il faut savoir qu'en Égypte, tout le monde lui tombait dessus. La presse catholique se déchaînait. Il disait il faut la faire taire, il faut l'empêcher de nuire et tout. Et les autorités françaises disaient mais c'est une agente de Moscou, une bolchevique et tout. Donc, elle a eu de très graves problèmes. Et c'est aussi dû à ça, de ces prises de position, voilà, on disait anti-françaises, voilà, anti-françaises. Aussi, voilà, il y a ça, le fait que, effectivement, c'était une hypothèse. Aussi, son départ de France, voilà, n'a pas aidé aussi à sa notoriété. Mais par exemple, vous voyez, pendant la guerre se crée le ballet Parade, avec Satie, Picasso, qui étaient ses amis. Satie, Picasso, c'était ses amis, et tout, etc. Parade s'inspire directement de la métachorie de Saint-Ouen. Ils n'ont pas cité. Mais, voilà. Ah, la romance La Rose Noire, c'est la pièce que nous jouons
chaque année ou à peu près dans des théâtres parisiens. Voilà, donc c'est une œuvre qui dure 3 heures, qui parle de pas mal de choses actuelles. Voilà, voilà. La romance de la Rose Noire. Voilà, voilà. Il y a Rose Noire, un livre de Condé. Ah non. Voilà. Comment peut-on lire Valentine de Saint-Point? Dans quelle des éditions? Mais c'est ça le problème. Donc il faut fustiger et conspuer les éditeurs qui nous empêchent d'accéder à l'œuvre de Valentine de Saint-Point. Son œuvre est inaccessible. Ça, je l'ai eu d'occasion en Allemagne. Hein? Son œuvre est inaccessible. À la bibliothèque, oui, à Tolbiac, il faut aller au fin fond de Tolbiac. Sinon, j'ai pu récupérer donc, des articles d'elle dans des différentes revues, dont la revue égyptienne en question, la Nouvelle Revue aussi. Voilà, j'ai pu récupérer un certain nombre d'articles parce qu'ils sont en ligne sur Gallica, mais toute son œuvre romanesque, toute son œuvre poétique est inaccessible. Et ça, c'est insupportable. Même à la Bibliothèque nationale. Si, aller à Tolbiac. Oui. C'était en quelle année la revue en Égypte? Alors, elle a fondé le Phénix en 1925. Voilà, c'est-à-dire qu'elle part en 1925 s'installer en Égypte, ensuite à la mort de Recioto Caldo. Et avec qui part-elle en Égypte? Avec la veuve de son amant. Vous lisez bien aussi le sens de la famille. Voilà. Quelle vue. Laquelle est morte sa première? Alors, Jeanne Canudo, elle s'est faite expulser d'Égypte. Parce que, justement, pour activité anti-française et anti-britannique, elle s'est faite expulser d'Égypte. Saint-Point, elle a réchappé à l'expulsion, mais à la condition qu'elle arrête tout militantisme. Alors après, en quelle année Jeanne Canudo est Non, mais c'était juste savoir laquelle avait tué l'autre. Ah non. Dans la suite. Non, elles s'entendaient bien. Non, elles s'entendaient bien. Elles ont créé ensemble ce centre culturel, le centre idéiste, voilà. Le centre idéiste. Elle est morte en 53, hein? Saint-Point en 53. Jeanne Canudo, je n'ai pas ça en tête. Mais bon, Jeanne Canudo a été expulsée en 1928-1929 d'Égypte. Quelque chose comme ça. Il y a un lac de Saint-Point. Oui, bah c'est le château de Saint-Point, le château de la Martine. Saint-Point, c'est un village, hein, c'est près de Solutré. Bon, voilà. Alors, nous avons préparé un petit buffet méditerranéen pour vous accueillir. Il faut remonter donc au rez-de-chaussée, et puis dans la salle tout au fond, voilà, Floriane et Laureline vont se faire un plaisir de vous accueillir autour de ce buffet méditerranéen. Il n'y a pas un paysan pour reprendre tout ça. Il faut de l'édition, c'est difficile de faire. Mais je pense qu'avec les deux personnalités, c'est difficile.